Marmonner tout seul en cherchant ses clés ou alors travailler au milieu d'un bureau complètement chaotique. Ça vous parle? Aujourd'hui, on va explorer ensemble ces comportements qui, de l'extérieur, peuvent paraître un peu étranges, mais qui pourraient en fait être le signe d'un esprit qui carbure à plein régime. Et si ces habitudes, qu'on a souvent tendance à mal juger, étaient en réalité des raccourcis que notre cerveau invente pour être plus efficace? C'est vraiment la question au cœur de notre analyse. Plutôt que de porter un jugement hâtif sur ces petites manies, on va essayer de trouver la logique qui se cache derrière. Préparez-vous parce que ça pourrait bien bousculer quelques-unes de nos certitudes. Allez, on commence avec un grand classique, le fait de se parler à soi-même. Alors, est-ce que c'est vraiment un premier pas vers la folie ou est-ce que c'est au contraire une méthode de pensée ultra efficace? Voyons voir ce qu'on en sait. C'est un peu l'image qu'on a tous en tête, n'est-ce pas? On imagine tout de suite une personne un peu isolée, un peu excentrique, voire même un peu déconnectée de la réalité. C'est un cliché tenace, très ancré dans la culture populaire, mais qui est en fait très loin de la vérité. Et là, attention, c'est le retournement de situation. Se parler à soi-même, ce n'est pas un bug de notre cerveau, c'est une fonctionnalité. C'est en réalité un outil cognitif super puissant. Ça permet de traiter des pensées complexes à toute vitesse, de clarifier des concepts et même de structurer des arguments. En fait, en verbalisant une pensée, on la rend plus concrète. Et ça aide le cerveau à mieux la trier, à mieux l'organiser. On passe maintenant à la deuxième habitude, celle qui met en opposition le désordre et l'intelligence. Peut-on vraiment être brillant et en même temps avoir un bureau en pagaille? La réponse risque de vous surprendre. Le paradoxe est souvent assez frappant. D'un côté, on peut avoir un espace personnel, que ce soit un bureau ou une chambre, qui a l'air d'être un champ de bataille. Et de l'autre, des projets professionnels ou des tâches importantes qui sont menées avec une précision quasi chirurgicale. Ce n'est pas de la négligence, pas du tout. C'est qu'une question de hiérarchie des priorités. Et voilà le point crucial, il est là. Notre énergie mentale, ce n'est pas une ressource infinie. Un esprit efficace, il ne va pas la gaspiller à ranger des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Non, il va la concentrer là où ça compte, là où il y aura le plus d'impact. Ce n'est donc pas vraiment du désordre, c'est plutôt une allocation très réfléchie, même si c'est inconscient, de son attention. Et pour notre dernier cas d'étude, parlons de ces passions soudaines, presque obsessionnelles, pour des sujets qui semblent sortir de nulle part. Pourquoi est-ce qu'un esprit peut, du jour au lendemain, se plonger corps et âme dans l'histoire de la poterie byzantine pendant une semaine, pour ensuite passer à toute autre chose comme si de rien n'était? Ce processus neurologique est absolument fascinant. Loin d'être un signe de manque de concentration, c'est en fait un système de récompense incroyablement efficace. Le cerveau, c'est une machine à apprendre. Alors il explore, il tombe sur un sujet qui l'intrigue et hop, le circuit de la dopamine s'active. Ça crée un moteur de motivation surpuissant pour apprendre en profondeur, même si ce n'est que pour un court moment. Bon, maintenant, si on rassemble ces trois exemples, on commence à voir un portrait assez cohérent se dessiner. Celui d'un esprit qui ne suit pas forcément les règles ou les conventions, mais qui a trouvé ses propres méthodes, ses propres astuces pour être performant. Alors, dialogue intérieur, chaos sélectif et curiosité intense, on voit bien que ces comportements ne sont pas des défauts à corriger. Ce sont plutôt des stratégies que l'esprit met en place pour optimiser son propre fonctionnement. Ce sont des signes de force, pas du tout de faiblesse. Et voilà l'idée principale à retenir. Ce qui compte, ce n'est pas l'habitude en elle-même, son apparence, mais sa fonction. Ce qui est important, c'est l'efficacité brute, la capacité à traiter l'info, à résoudre des problèmes et à apprendre, même si, vu de l'extérieur, les méthodes peuvent sembler un peu bizarres. On termine avec cette question qui reste ouverte. Après avoir décortiqué ces exemples, on peut peut-être commencer à regarder le monde et les autres avec un œil un peu différent. Quelles sont ces autres petites manies, ces bizarreries qui ne sont peut-être, en fin de compte, que les signes d'un esprit en plein travail, qui cherche simplement le chemin le plus court pour comprendre le monde qui l'entoure? La réflexion ne fait que commencer.